Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par Nexialog Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé sur la gestion des risques en banque, finance, assurance, et qui a une nouvelle activité data consulting. Donc, je suis Areski Cousin, directeur scientifique en charge du suivi des travaux du pôle R&D au sein du cabinet. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne la protection des données confidentielles. Les données confidentielles, comme vous le savez, ça peut s'agir d'informations financières, de données de santé, de détails personnels. Et ces données sont souvent sujets à des incidents de cybersécurité, que ce soit des négligences ou des actes de piratage. On observe que le nombre de ces incidents a significativement augmenté ces dernières années. Par ailleurs, donc le partage des données est en réalité une exigence opérationnelle pour les banques et les assureurs qui doivent faire transiter des données en interne pour le suivi de la clientèle ou l'analyse des risques. Fort de ce constat, la réglementation européenne s'est durcie avec l'entrée en vigueur il y a 5 ans du RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui impose des obligations strictes aux entreprises en matière de collecte, de stockage et de traitement des données personnelles. Dans ce domaine, donc la CNIL joue un rôle essentiel pour garantir le respect du cadre réglementaire et accompagner les DPO, les délégués à la protection des données, qui sont des nouvelles fonctions au sein des entreprises, dans leur mission de mise en conformité au RGPD. Donc, comme vous savez peut-être, d'autres réglementations complètent en fait le RGPD, comme l'e-privacy, sur les traces numériques, hein, les cookies par exemple, liés à la navigation Internet, et d'autres propositions de réglementation sont en cours de discussion au niveau européen, hein, comme par exemple le Data Act et l'IA Act, qui vont prochainement compléter ce corpus réglementaire sur les questions du numérique. Donc, dans ce webinaire, nous proposons d'explorer la piste de la génération synthétique de données pour répondre au problème de la sécurité des données confidentielles. Alors, dans ce contexte, plusieurs questions sont soulevées. Donc, la première, c'est quoi la génération synthétique de données? Qu'est-ce qui différencie cette technique d'autres techniques comme l'anonymisation ou la pseudonymisation? Comment s'assurer que la génération synthétique permet de résoudre le problème d'anonymisation? Comment vérifier également que les données synthétiques conservent l'information véhiculée par les données d'origine, notamment pour pouvoir les exploiter dans des cas d'usage métier? Et effectivement, ces générations synthétiques, ces données synthétisées, sont-elles efficaces pour répondre aux cas d'usage métier en banque assurance, notamment dans l'analyse des risques? Alors, pour répondre à ces questions, je serai accompagné de Salim Kabiri et Henri Shoa, donc tous deux data scientists et consultants de la BU Data. Et nous avons le grand plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par Jérôme Deroulet, avocat et fondateur du cabinet Deroulet, spécialisé en droit des données et nouvelles technologies. Merci Jérôme pour ta participation à ce webinaire. Donc Salim et Henri présenteront dans un premier temps, dans une première partie, un benchmark sur les solutions existantes en matière d'anonymisation, puis une étude de cas sur l'efficacité de la génération synthétique, ainsi qu'une petite démo sur l'outil Nexia Synth que nous avons développé au sein du cabinet pour répondre à ce problème d'anonymisation de la donnée. Alors, les documents qu'on va vous présenter sont disponibles, donc le benchmark, l'étude R&D, puis on a aussi une plaquette sur l'outil d'anonymisation disponible sur le site du cabinet. Donc, vous pouvez les retrouver dans l'onglet R&D, rubrique publication. Jérôme discutera ensuite les enjeux de confidentialité et notamment la question de la garantie de l'anonymisation des données synthétiques dans le cadre notamment du RGPD. Voilà, Salim, Henri, je vous laisse la main pour la suite. Merci Areski pour cette introduction. Donc bonjour tout le monde et merci à tous de participer à ce webinaire. Donc comme l'a dit Areski, donc avec Salim, nous allons partager notre travail qui a porté sur la génération de données synthétiques pour la protection des données.
Donc, dans un premier temps, nous allons vous mettre en contexte ces problématiques de génération de données synthétiques et de confidentialité. Nous allons voir ce qui est possible de faire à l'état de l'art et notamment, nous allons vous exposer donc un benchmark comparatif des différents acteurs du marché sur les thématiques de génération de données synthétiques. Nous allons ensuite aborder un peu plus en détail les méthodes de synthèse ainsi que les méthodes d'évaluation de ces méthodes de synthèse. Et puis nous terminerons par une présentation donc, de l'outil développé par Nexalo Consulting, Nexasynth, qui sera suivi d'une démonstration de l'outil. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que nous voulons synthétiser des données? Alors, plusieurs articles ont montré que, notamment un en particulier, montre que à partir de 4 transactions bancaires, en connaissant la date et le lieu de ces transactions, il était possible de remonter à 90% à l'individu qui avait effectué ces transactions. Et donc voilà, c'est des problématiques qui touchent tout le monde et qui peuvent être dangereuses, encore plus dans le secteur bancaire et assurantiel où très souvent les données peuvent être confidentielles. Donc c'est pour cela que de nombreuses réglementations sont encore en train de se développer, notamment comme l'a dit Alexis, l'IA Act ou la RGPD. Et donc il est nécessaire voilà, de créer un cadre d'analyse et d'utilisation de ces données confidentielles. Il est nécessaire de trouver des méthodes d'exploitation pour justement tenir compte de ces contraintes de confidentialité. Donc il existe plusieurs techniques de protection de données. Pour citer par exemple l'anonymisation, qui consiste en une altération irréversible des informations identifiantes, c'est-à-dire que l'identification va devenir totalement impossible. La pseudonymisation, qui va consister en la dépersonnalisation des données en remplaçant les données directement identifiantes par des données indirectement identifiantes, donc qui sont des pseudos. Et enfin, la technique qui va nous intéresser un peu plus en détail ici, la synthétisation de données, qui est la génération de données synthétiques qui vont à la fois conserver l'exploitabilité et les caractéristiques statistiques des données réelles, tout en préservant cet aspect confidentiel. Donc, il existe différentes méthodes de synthèse. Celles qui vont particulièrement nous intéresser ici vont être celles issues donc du deep learning, c'est-à-dire que ça va être des modèles construits à base de réseaux de neurones. Et nous allons également nous intéresser à l'évaluation de ces modèles de synthèse. Ces deux axes-là, donc la synthèse et l'évaluation de la qualité de la synthèse, ont notamment porté le développement de l'outil de synthèse Nexasynth. Donc, comme je vous l'ai dit, étant donné que c'est un domaine qui est encore en plein développement, nous allons voir ici donc, ce qui peut se faire à l'état de l'art et notamment évoquer donc, le benchmark que nous avons réalisé sur les différents acteurs du marché. Donc, pour citer par exemple Mostly AI, Hazy, Datomize, qui sont des entreprises voilà, qui proposent des solutions de synthèse de données. Ces acteurs-là vont être spécialisés donc, dans la synthèse de données tabulaires, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas prendre en compte les données non structurées, c'est-à-dire les images, les audios ou encore les vidéos. Et donc la plupart de ces solutions donc, sont disponibles soit sur API, cloud ou encore directement sur le navigateur, sur le site de l'entreprise. Et elles vont globalement avoir plusieurs étapes en commun. On va avoir une étape de pré-processing de données, justement, qui vont préparer les données à la synthèse. Le choix de la méthode de synthèse qui vont être également issus du deep learning, donc soit des modèles génératifs ou des auto-encodeurs. Et enfin, on va avoir accès à une comparaison des jeux de données synthétiques et réels sur plusieurs aspects de confidentialité, fidélité ou encore d'exploitabilité, qui va se faire grâce au développement de certaines métriques et scores et une visualisation donc, pour comparer la qualité de la synthèse avec le jeu de données réel. Donc on a ici plus bas donc, le cheminement de la donnée. Donc on réceptionne d'abord la donnée anonymisée. On a une exploration préalable du jeu de données, le réglage et l'ajustement des hyperparamètres pour l'entraînement des modèles, et in fine, la comparaison des jeux de données synthétiques et réels. Ici, nous exposons le récapitulatif des différentes solutions du marché, donc le benchmark que nous avons effectué, avec notamment donc, le type d'accès à la solution, est-ce qu'il est possible d'avoir une étude préalable du dataset input, le modèle qui est utilisé, donc les GAN ou les VAE, donc que nous allons voir un peu plus en détail par la suite, est-ce qu'ils sont pré-entraînés ou non, et enfin les différents critères de qualité qui vont être utilisés pour comparer le jeu de données réel et le jeu de données synthétique, notamment sur les aspects donc, de fidélité, sur la modélisation post-synthétisation et sur l'aspect de confidentialité.
Je vais laisser la main à Salim pour rentrer un peu plus en détail sur les méthodes de synthèse et les évaluations des méthodes de synthèse. Donc, en fait, l'idée de l'étude était d'évaluer des modèles d'IA dans la génération de données artificielles à partir des données confidentielles. Donc, les données confidentielles, on va les noter données réelles pour la suite. Le premier modèle, ça a été les réseaux antagonistes génératifs, ou GAN en anglais. Et donc, je pense que vous avez probablement entendu parler du deepfake, ces contenus médiatiques, que ce soit des images ou des vidéos d'ailleurs, qui sont si convaincants qu'on a l'impression qu'il s'agit d'un contenu réel. Donc, figurez-vous que les GAN font partie de ce genre de modèle qui est appliqué dans ce type d'application. Donc, concrètement, ça correspond à des systèmes composés de deux réseaux de neurones. Le premier réseau, il est appelé générateur. Donc, il va prendre en entrée un certain bruit aléatoire pour générer des données nouvelles. Et le deuxième réseau, quant à lui, c'est un discriminateur. Il va servir à différencier entre les données générées par le générateur et voir s'ils appartiennent à l'univers des données confidentielles. Donc, en fait, ces deux réseaux, ils travaillent en tandem, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'entraîner simultanément dans un jeu compétitif. Et le générateur, il va chercher à tremper le discriminateur en produisant des données de plus en plus réalistes, tandis que le discriminateur, il va s'efforcer de devenir meilleur dans la tâche de discrimination. Donc, ce processus d'entraînement, il va améliorer continuellement la performance des deux réseaux. Et au final, on garde que la partie du générateur, car à ce stade-là, il sera capable de créer des données nouvelles qui seront presque indiscernables des données confidentielles. Donc ça a été pour le premier modèle. Le second modèle, il fait partie de la famille des auto-encodeurs, donc les auto-encodeurs variationnels. Donc concrètement, un VAE, il va être composé de trois parties principales, l'encodeur, l'espace latent et le décodeur. Premièrement, l'encodeur, sa tâche consiste à apprendre une représentation latente. Donc vous pouvez l'imaginer comme une sorte de compression d'informations dans un espace probabiliste. Ensuite, dans cet espace latent, les VAE ils vont imposer une certaine contrainte sur les données. Donc, généralement, on va imposer une distribution normale pour fixer et imposer la structure sur les données. Pour le décodeur, celui-ci il a pour rôle de reconstruire les données à partir de l'espace latent. Donc, en fait, il va chercher à décompresser l'information qui a été initialement compressée dans l'espace latent. Et donc, l'entraînement du VAE, il va avoir deux objectifs. D'une part, minimiser la différence entre les données générées par le décodeur et les données confidentielles. Donc, ça, on appelle ça une perte de reconstruction. Et d'autre part, il va chercher à minimiser la divergence entre la distribution qui a été apprise dans l'espace latent et celle qui a été utilisée par le décodeur pour générer ces échantillons. Donc, à l'issue de l'entraînement, le décodeur il peut être utilisé pour générer des données synthétiques. Comment? Tout simplement en échantillonnant des points dans l'espace latent et en les passant par le décodeur. Donc, ainsi, nous obtenons des données nouvelles, mais qui suivent les mêmes tendances et les structures que nos données originales. Donc, là qu'on a vu un peu les techniques de synthétisation, une question va se poser sur la manière dont on va évaluer leur performance et donc pour choisir le modèle adéquat. Donc, en premier lieu, on a pensé aux critères de confidentialité, qui est d'ailleurs le sujet de notre webinaire. Et donc, une première approche a été de voir à quel point les variables synthétiques et réelles sont corrélées. Donc, le but a été vraiment d'éviter que l'on puisse effectuer une certaine inférence sur les données confidentielles à partir des données synthétiques. Donc, pour cela, on va tester si les variables synthétiques et réelles sont corrélées ou non. On applique un test de corrélation. Donc, pour les variables continues, on calcule les corrélations de Spearman. Et donc, dans le cas des variables catégorielles, on fait un test d'indépendance des variables discrètes et qui résulte sur le calcul du V de Cramer qui va mesurer l'indépendance entre les deux variables. Et donc, à partir de ces corrélations, on va constituer un score qui est d'autant plus important que les variables sont décorrélées. Ensuite, on s'était intéressé à la question sur à quel point on essaye d'insérer une distance entre les tables synthétisées et les tables réelles. Pour cela, on utilise une métrique qui s'appelle la distance au closest record. Cette métrique, elle va venir mesurer pour chaque individu synthétisé
le plus proche voisin dans les tables originelles. Donc là, on a utilisé une certaine approche qui consiste à prendre les données d'origine en entrée, constituer deux échantillons de taille 50%. Ensuite, on applique le modèle de synthèse uniquement sur la partie train pour générer une table synthétisée. Et l'objectif, c'est de calculer le pourcentage des individus qui sont plus proches de la table train que la table holdout. Et donc, l'objectif, c'est de vraiment avoir un pourcentage de 50%, ce qui va nous garantir que les deux tables T et H sont interchangeables et que on évite de répliquer des lignes qui sont initialement présentes dans les données réelles. Troisième approche, ça a été de voir si on peut discerner les échantillons synthétiques des échantillons réels. Pour cela, on a entraîné un classifieur, donc une régression logistique qui permet de détecter si les échantillons font partie des données réelles ou pas. Et l'objectif, ça va être d'estimer les probabilités d'appartenance. Donc, on a constitué une métrique à l'issue de cette méthodologie pour voir si les probabilités tendent vers 0,5. Donc, dans le cas où on aurait une impossibilité à discerner entre les variables synthétiques et variables réelles, on aura une probabilité de 50% d'appartenance aux classes d'origine. Donc, en fait, on quantifie cette métrique-là par un score qui sera d'autant plus important que toutes les probabilités d'appartenance aux données synthétiques ou d'ailleurs réelles, parce que ça va être un jeu symétrique, sont très proches de 0,5. Et à la fin, nous calculons le privacy score qui sera notre score de confidentialité. Ensuite, nous avons évalué la fidélité, donc à quel point nous respectons la structure statistique des variables présentes dans les données confidentielles. Pour cela, on calcule les matrices de corrélation au sein des tables, donc des corrélations intratables. Et l'idée, ça va être d'avoir une différence minimale dans les deux tables de corrélation. Donc là encore, on va calculer les corrélations de Spearman sur les couples de variables intratables pour les variables numériques et les V de Cramer pour les variables catégorielles. Et enfin, on calcule le score 4 qui reprend la moyenne agrégée et normalisée de ces entités-là. Ensuite, nous faisons des tests statistiques pour savoir si les distributions de nos variables synthétiques sont identiques à celles des données confidentielles. Donc, pour les variables numériques, on a utilisé des tests de Kolmogorov-Smirnov pour voir si les distributions sont semblables. Pour les variables discrètes, on a utilisé une technique qui s'appelle le TV complement et qui calcule les fréquences des opérations, des modalités sur les variables catégorielles. Et là encore, on aura un score qui regroupe les deux entités et il sera injecté dans le score final qui est le Fidelity Score. Enfin, nous sommes intéressés à la question sur si on confie la tâche de modélisation à une partie externe, est-ce qu'on aurait les mêmes performances sur les modèles utilisés sur les données confidentielles et sur les données synthétiques. Donc pour cela, nous avons pris en compte deux cas de figure, un problème de classification et un problème de régression. Pour les problèmes de classification, on entraîne des classifieurs sur les bases de données confidentielles et les bases de données réelles et on essaie de voir à quel point les performances sont similaires. Donc pour cela, on va calculer des métriques qui sont généralement utilisées dans le domaine du machine learning. Donc la ROC-AUC et le F1 score qui prennent en compte des problèmes de déséquilibre de classe dans la classification. Et donc les scores 6 et 7 vont être calculés à partir de ces deux métriques en prenant les différences de ces entités-là dans les deux bases. Ensuite, s'il s'agit d'un problème de régression, on calcule que les valeurs RMSE et MAE, donc les valeurs, les erreurs quadratiques moyennes et les erreurs absolues moyennes sur les séries à estimer, et on génère les scores 8 et 9 qui sont calculés à partir de ces deux métriques. Enfin, nous calculons les importances des variables, donc sur l'estimation des coefficients sur les régressions linéaires ou logistiques, et cela correspond à voir à quel point les variables sont importantes dans la prise de décision par rapport à la classification ou la régression. Et là encore, on constitue un score 10 qui sera ensuite injecté dans les deux cas de figure, dans la classification et la régression. Donc, là, je vous laisse avec Henri qui va vous présenter l'application à un cas d'usage concret qui a été le scoring en octroi de crédit. Merci Salim. Donc oui, donc dans notre étude, nous avons traité plusieurs cas d'usage. Ici, donc, nous avons choisi de présenter un d'eux qui est le cas scoring en octroi de crédit.
Donc pour ce cas d'usage-là, nous sommes en présence de un peu plus de 32 000 observations, avec 18 variables explicatives discrètes, donc contenant l'âge, le salaire, la situation professionnelle, etc. À savoir qu'ici, les variables continues ont été discrétisées dans ce cadre de scoring pour justement créer une grille de score à partir des variables discrètes. Et l'objectif est de modéliser la probabilité de défaut des emprunteurs. Donc on est dans un cas de classification. Donc le tableau récapitulatif résume donc les performances des modèles de synthèse vis-à-vis des différents scores que nous avons construits. Donc nous avons le CT-GAN, donc, qui est une variante du GAN adaptée aux données tabulaires, le TVAE issu donc, du VAE mais adapté aux données tabulaires, et la copule gaussienne qui est une méthode basée sur la copule gaussienne qui a servi un peu de benchmark vu de ses bonnes performances tout de même, mais de son temps de calcul beaucoup plus faible que les GAN et VAE. Ce qu'on peut remarquer, c'est que donc, dans ce cas d'usage-là, le VAE performe mieux que les autres modèles sur les 3 aspects, et la copule gaussienne est la méthode la moins adaptée. Un point important à noter ici et qui peut sauter aux yeux est les scores donc liés à la DCR, donc la distance to closest record, qui sont très très faibles. Effectivement, donc dans ce cas de classification, nous sommes en présence de variables explicatives discrètes, ce qui implique que lorsque l'on va synthétiser de nouvelles données, on va inévitablement répliquer des données qui étaient dans les données, des observations qui étaient dans les données initiales. Mais donc malgré cela, on peut quand même observer de très bonnes performances sur l'ensemble des axes, notamment sur l'aspect fidélité statistique et utilité. À gauche, donc, nous avons représenté également les coefficients estimés dans la régression logistique. Et comme l'a confirmé en fait le tableau, la méthode de copule gaussienne a un biais très élevé avec des coefficients très éloignés du cas réel, tandis que le GAN et le VAE ont des coefficients très proches du cas réel, malgré toutefois une variance plus élevée, comme peuvent en témoigner les barres d'erreur, donc qui sont issues de la validation croisée. Donc, nous allons maintenant aborder donc, la présentation de l'outil Nexasynth, qui a été développé donc, par Nexalog Consulting pour la génération de données statistiques. Donc, qu'est-ce que Nexasynth? Nexasynth est l'outil de génération de données statistiques des Nexalog qui va prendre en input des données tabulaires, donc en format CSV ou Excel, et qui va sortir en output les données synthétiques, mais également les statistiques descriptives et les visualisations comparatives pour justement juger de la qualité de la synthèse. La solution va être accessible en déploiement local ou cloud, et elle va offrir une interface visuelle pour analyser la qualité de la synthèse, explorer les données synthétiques et comparer potentiellement les différents modèles de synthèse utilisés. On va pouvoir utiliser l'application pour donc anonymiser des données, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire générer des données exploitables non identifiables, ou encore faire de la data augmentation, c'est-à-dire créer de nouvelles données synthétiques pour pallier un volume de données insuffisant pour un usage métier. Nous avons ici le workflow de Nexasynth, donc c'est-à-dire le cheminement, en fait, différentes étapes du processus d'utilisation de l'application. On va tout d'abord récupérer les données sous format tabulaire. On va avoir une préparation automatique des données à travers la détection automatique du type des colonnes et le traitement des valeurs manquantes. On va choisir les paramètres de synthétisation, donc le modèle, ainsi que la modélisation de la cible post-synthèse. Et on va ensuite évaluer la qualité de la synthèse à l'aide justement des visualisations et des métriques de qualité qui vont permettre in fine de valider ou non la synthèse et récupérer les données synthétiques en export. Je vais laisser la main à Salim pour la démonstration de l'outil qui sera sûrement plus claire et plus explicite. Merci Henri. Donc, je vais juste changer de partage. Hop. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran Oui. Sur l'application? Très bien. Donc, je vais vous présenter maintenant l'application Nexasynth qu'on a développée au sein de Nexalog. Donc, le bac il a été développé sur Python pour les différents modèles de synthèse. Et donc, comment ça se présente? Donc, premièrement, vous avez la possibilité d'insérer vos bases de données donc, sous format CSV ou Excel. Donc là, vous glissez votre fichier CSV, par exemple. Donc, moi, j'ai pris un
un exemple sur un problème de modélisation d'attrition en banque. Donc, tac, on place le fichier. Ensuite, on a la possibilité de choisir le modèle de synthétisation. Donc, dans la version initiale, on a plusieurs modèles et donc on peut retrouver le GAN et le VAE. Donc, pour cela, moi, je vais choisir le GAN, qui est un modèle très performant. On choisit la taille de l'échantillon à utiliser pour générer les données. Donc là, initialement, on a le nombre initial des lignes présent dans le CSV. Donc, on peut réduire ce nombre, par exemple, à 1000 lignes, juste pour être plus rapide. Ensuite, nous choisissons le nombre de lignes à générer. Là, pareil, je vais choisir 1000 lignes. Et enfin, on a une partie sur la modélisation. Donc, vu que c'est un problème de classification, si le client va quitter une banque ou pas, on va modéliser la cible attrition flag. Donc, c'est la variable binaire sur l'attrition. Et on précise qu'il s'agit bien d'une classification binaire. Après cela, on va lancer l'application pour générer les données synthétiques et ensuite générer les statistiques descriptives par rapport aux deux bases réelles et synthétiques. Donc là, on lance la génération. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc moi, j'ai déjà préparé les résultats dans une autre fenêtre. Donc là, ce qu'on peut voir sur la première ligne, c'est qu'on a l'aperçu sur le contenu du fichier synthétisé. Donc là, on va voir le nombre de lignes initiales qui était de 10 127 avec le nombre de colonnes, le type de modèle utilisé. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une comparaison parce que j'avais déjà généré la table synthétique. Là, on retrouve les différentes variables, mais on peut aussi faire des filtres pour choisir des sous-ensembles sur la table. Ensuite, on a un premier graphe qui regroupe les tests statistiques dont j'ai parlé tout à l'heure sur les tests de similarité entre distribution des variables. Donc, s'il s'agit d'une variable catégorielle, on va calculer le TV complement. Donc, on calcule les différences des fréquences des modalités présentes dans les deux bases. Sinon, pour les variables continues, on a le test de Kolmogorov-Smirnov, donc avec les valeurs correspondantes. Et enfin, on calcule un score qui agrège toutes ces valeurs-là. Ensuite, on a les différentes matrices de corrélation. Donc là, on a les similarités entre les colonnes réelles et synthétiques. Donc ici, on a les colonnes réelles et en Y, on a les colonnes synthétiques. Et les valeurs correspondantes vont être les valeurs de similarité. Ensuite, on a les corrélations intratables. Donc ici, c'est les corrélations intratables liées à la table confidentielle et ici, c'est la table synthétique, donc avec les différentes valeurs, et on essaie de retrouver une même structure sur les couples de corrélation. Ensuite, pour chaque variable, on peut tracer les distributions. Donc là, par exemple, on va prendre une variable continue qui est le credit limit. On va pouvoir comparer entre les variables synthétiques et les variables réelles. Donc là, pour le cas, on n'a pris que credit limit. On aura les deux distributions et le tableau va résumer les différentes valeurs des tests statistiques. Donc là, on a le Kolmogorov-Smirnov ainsi que d'autres statistiques statistiques descriptives sur les distributions des variables. Ensuite, là, on peut tracer la distribution donc, sous forme de box plot des variables numériques en fonction des modalités. Et on fait une comparaison entre les valeurs réelles et les valeurs synthétiques. Enfin, on a la partie modélisation où là, il s'agit d'une classification. Donc là, le modèle il a été entraîné sur la base confidentielle. Il a pu générer une accuracy, donc une précision dans ses prédictions de la variable cible de quasiment 90%. Et on constate qu'en face, le modèle synthétique, enfin, un modèle entraîné sur les données synthétiques, a eu une accuracy de 85%. Un tableau en dessous qui récapitule les différentes métriques plus en détail, donc pour chaque modalité de la valeur cible et ainsi que les différentes métriques. Enfin, on a les coefficients de régression donc, qui représentent l'importance de chaque variable sur le problème de modélisation. Et donc là encore un comparatif entre les coefficients qu'on a obtenus sur le cas entraîné sur les données réelles et celui sur les données synthétiques. Et enfin, on a une jauge qui permet de donner un score total et qui agrège toutes ces valeurs-là pour générer le score final. Et c'est à partir de ce score-là que l'utilisateur va décider d'utiliser le modèle ou non.
Petite précision, on peut générer la table synthétique en cliquant sur cette section-là, donc télécharger données générées, et on pourra l'utiliser après dans nos propres problèmes de modélisation. Donc voilà, ça a été la démonstration sur Nexcellent. Je passe la main à Jérôme pour vous parler sur les aspects réglementaires vis-à-vis de la synthétisation des données. Merci beaucoup Henri et Salim pour cette présentation. Donc effectivement, on voit que il y a plusieurs techniques pour anonymiser des données confidentielles. On peut vérifier la qualité de l'anonymisation au travers de plusieurs techniques, vérifier que l'anonymisation est bien utile sur des cas d'usage métier. Effectivement, il n'y a pas toutes les variables aussi dans les bases ont nécessité d'être rendues confidentielles, enfin être rendues anonymes. Certaines sont plus sensibles que d'autres. Et effectivement, c'est l'occasion de discuter avec Jérôme Deroulet. Merci déjà Jérôme d'avoir accepté notre invitation. Et effectivement, il se pose la question quand on cherche à anonymiser une base, savoir finalement quelles sont les données qui sont d'abord confidentielles, quelle que la réglementation dit à ce sujet. Est-ce qu'on a une définition précise dans le RGPD sur les données personnelles ou confidentielles? Ça peut regrouper beaucoup de choses en fait. Et puis, finalement, dans quelle mesure la génération synthétique qu'on vient de présenter permet de répondre aux exigences du RGPD? Est-ce que c'est conforme aux exigences ou est-ce qu'il faut aller au-delà? Finalement, quel aspect le régulateur va regarder pour s'assurer que l'anonymisation est faite correctement? Voilà, donc c'est ce type de questions qu'on voulait évoquer avec toi, Jérôme. Donc voilà, je te laisse la main. Merci beaucoup Areski, merci pour cette introduction et puis merci également à Henri et Salim pour ces présentations. Et bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire qui est organisé par Nexialog. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions juridiques qui se posent auxquelles justement les données, enfin le recours à des données synthétiques, la génération de données synthétiques peuvent apporter des réponses. Et je crois qu'en introduction, Areski évoquait aussi certes le RGPD, puis aussi des nouvelles réglementations à venir. Je pense par exemple au Data Act, au règlement Data Act. Voilà, aujourd'hui, on est dans une vraie effervescence législative et réglementaire. Et les données synthétiques posent un certain nombre de questions, apportent également des solutions. Et je vais essayer de challenger ces différents aspects d'un point de vue législatif et réglementaire. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en tout cas, la question du recours aux données synthétiques aujourd'hui est très présente quand on regarde en termes d'études, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets. Je suis tombé sur une étude du MIT qui disait que d'ici 2024, en tout cas, une majorité des données qui étaient utilisées dans le cadre du recours à l'intelligence artificielle utiliseraient des données synthétiques, ce qui est intéressant en termes de marqueurs. Il y a aussi beaucoup de projets de recherche, des projets publics, privés, etc. Je pense à des projets de l'INRIA, il y a un projet Engage, il y a un projet Deep Physics qui associe justement des techniques de calcul et d'algorithmes d'intelligence artificielle en matière de chirurgie qui utilisent des données synthétiques justement pour pouvoir utiliser plus librement justement certaines données en échappant dans certains cas, je dirais, au droit de la protection des données personnelles. Je reviendrai sur ces aspects tout à l'heure. Il y a également des projets, je pense par exemple, il y a une chaire de recherche de la PHP avec l'INRIA qui va travailler sur Big Data, intelligence artificielle, santé, en recourant justement à la génération de données synthétiques. Et dans les enjeux, en tout cas, ce qui est évoqué, c'est effectivement travailler sur l'anonymisation des données et trouver une frontière, en fait, entre machine learning et privacy et avancer sur un certain nombre d'enjeux. Donc, ce sont ces enjeux que je vais m'efforcer de présenter aujourd'hui à travers 6 ou 7 points et en essayant d'être le plus pédagogique possible, sachant que vous aurez la possibilité, évidemment, après de poser toutes vos questions. Ce qui est intéressant quand on parle de données synthétiques, c'est que donc on parle d'anonymisation et de pseudonymisation, pour schématiser.
quand des données sont réellement totalement anonymisées, quand on considère qu'elles sont devenues anonymes, en fait, on n'applique plus le RGPD, on n'applique plus la législation applicable en matière de protection des données. Quand on parle de législation de réglementation, ça veut dire qu'à terme aussi, il y a des législations à venir qu'on n'appliquera pas. Je pense par exemple au futur règlement d'IRACT, etc. Voilà, donc quand on anonymise, on n'applique plus, on n'est plus sur des données personnelles. Par contre, quand on pseudonymise, on reste dans le champ de la protection des données personnelles et dans un certain nombre de cas, en fait, quand on génère des données synthétiques, ce sont des données qu'on considère plutôt comme étant des données pseudonymisées. Alors, dans ces cas-là, le fait d'avoir recours à des données synthétiques, ça permet de renforcer la confidentialité, ça permet de renforcer les garanties en termes de sécurité des données. Mais il y a, en tout cas, je dirais une forme de frontière et il y a des vrais enjeux, en tout cas, au regard du droit de la protection des données. Et d'ailleurs, sur ces questions du recours aux données synthétiques, il y a des travaux qui sont menés par des autorités en matière de protection des données, par le superviseur européen à la protection des données, l'IDPS, qui a mené en tout cas un certain nombre d'études spécifiques et plus encore aujourd'hui dans un contexte d'adoption rapide du règlement sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai évoqué cette question des frontières, je parlais de ces notions d'anonymisation, pseudonymisation. Il faut savoir aujourd'hui qu'on n'a pas de définition de l'anonymisation, par exemple, dans le RGPD. Je viendrai tout à l'heure, on a un certain nombre de repères, mais on n'a pas de définition dans le RGPD. Par contre, on a beaucoup de définitions de la notion de pseudonymisation. Alors, quand on parlait d'anonymisation, de pseudonymisation, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle aujourd'hui? C'est toute donnée, en fait, qui permet de identifier une personne ou de la rendre identifiable. Et c'est en fait une notion aujourd'hui qui est extrêmement large, c'est-à-dire qu'on n'a pas une définition stricto sensu des données personnelles, mais ce que nous dit le règlement, c'est que dans certains cas, on peut rendre des données identifiables, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire combien ça coûte, le temps qu'il faut y passer, les technologies nécessaires, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2023, on peut avoir des jeux de données dont on va considérer que non, ça ne permet pas d'identifier des personnes, ce n'est pas les données personnelles, mais peut-être que dans 5 ou 10 ans, à partir d'un jeu de données et en les combinant, etc., ou en investissant un certain nombre de nouvelles techno, de temps, etc., on aura des données personnelles. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit que la notion de données personnelles, c'est quelque chose qui reste mouvant et on a plutôt une définition extensive d'une donnée personnelle. Alors, ces données personnelles, il y a aussi des catégories qui sont sensibles. Ça a été dit dans les présentations précédentes d'Henri Salim et d'Areski, c'est-à-dire qu'il y a certaines données qui sont plus sensibles que d'autres. Je pense par exemple des données sur la santé, sur la vie personnelle, la vie privée, la vie sexuelle, la vie politique, etc. Donc, toutes ces données-là, elles font l'objet d'une protection particulière. Voilà, donc là, on est sur des données personnelles. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans certains cas, on peut les anonymiser, c'est-à-dire que ça ne permet plus d'identifier une personne, ou dans certains cas, on peut les pseudonymiser. Et quand on pseudonymise, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on peut revenir en arrière, on peut retrouver, on sait que c'est Monsieur Dupont, Madame Durand, etc. On peut revenir à des personnes identifiées, identifiables. C'est simplement cette notion de pseudonymisation qui est mise en œuvre. C'est une notion importante. Elle a été, en tout cas, elle fait l'objet d'une définition. C'est l'article 4, paragraphe 5 du RGPD, d'un certain nombre de précisions. Et à plusieurs reprises, quand on parle de pseudonymisation dans le RGPD, on en parle comme d'une garantie supplémentaire pour renforcer la sécurité, pour renforcer la confidentialité et pour apporter un certain nombre de précisions. Alors, troisième point, en termes d'enjeux de protection des données, il y a une question importante, c'est-à-dire que, je vous disais, il y a une frontière. Est-ce qu'on est sur des données anonymes ou est-ce qu'on est sur des données pseudonymisées? Et ce qui sera important justement, et notamment ça a été évoqué dans le cadre de la présentation aujourd'hui, mais est-ce que donc la génération de données synthétiques va permettre d'aboutir à des données anonymisées avec lesquelles on pourra faire beaucoup de choses, ou est-ce qu'au contraire, on va rester sur des données dont on considère qu'elles sont plutôt pseudonymisées? Comment est-ce qu'on fait cette frontière et comment est-ce qu'on va pouvoir l'établir, la délimiter et en tirer toutes les conséquences? Ce qui est important, c'est qu'il faut se poser ces questions. Pourquoi? Parce que dans certains cas, par exemple, si on est face à un data breach, si on veut valoriser une base de données, si on veut transférer des données hors de l'Union européenne, par exemple, sur ces questions clés, si vous êtes sur un jeu de données anonymisé ou sur un jeu de données qui n'est pas anonymisé, vous avez évidemment des conséquences qui sont totalement différentes et qu'il faudra pouvoir
prendre en compte. Donc, il y a réellement des enjeux importants, justement, dans le fait de se poser ces questions. Et comme je le disais tout à l'heure, en tout état de cause, que les données soient anonymisées ou pseudonymisées, le recours à la génération de données synthétiques est en tout cas interprété aujourd'hui par le droit tel qu'il existe comme une garantie supplémentaire en termes de protection des données. On parle même de privacy by design, c'est-à-dire que dès le début, c'est-à-dire que demain, on veut pouvoir travailler sur des jeux de données. Le fait de recourir à des données synthétiques, c'est déjà une garantie supplémentaire. On parle beaucoup aussi de PET, Privacy Enhancing Technology, c'est-à-dire que le fait de recourir à des données synthétiques, c'est aussi une manière de, voilà, là encore, d'intégrer dès le départ dans un projet de recherche ou d'étude une technologie qui protège les données et évidemment d'introduire une vraie, je dirais, une vraie prise en compte en termes de qualité des données. C'était l'objet tout à l'heure dans les présentations d'Henri et de Salim, mais justement d'avoir une vraie réflexion sur la qualité des données, sur les conséquences que l'on va pouvoir en tirer à l'analyse, etc. Alors, quatrième point, je vous parlais d'anonymisation. Aujourd'hui, on a une vraie, en tout cas, il y a pour moi, en tant qu'avocat, une vraie question, un vrai sujet sur la notion d'anonymisation. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de définition de l'anonymisation, contrairement, par exemple, à la notion de données personnelles, à la notion de pseudonymisation. On a ce qu'on appelle des lignes directrices. En fait, les autorités de contrôle européennes, en tout cas, peuvent produire un certain nombre d'éléments de droit souple et qu'on appelle les lignes directrices, en tout cas, qui servent de point de repère, en tout cas, notamment pour la CNIL et pour les autres autorités européennes, justement, au titre des sanctions qu'elles peuvent prendre, etc., ou en tout cas pour fournir un certain nombre d'éléments explicatifs sur le droit applicable. Et ces lignes directrices, en plus, datent de 2014, donc elles sont aujourd'hui, vu l'évolution de la technologie, relativement anciennes. Et qu'est-ce qu'elles disent pour qu'on puisse considérer que des données sont anonymes? C'est-à-dire qu'à partir d'un jeu de données, on va considérer que ces données sont pleinement anonymisées s'il n'y a plus d'individualisation possible. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas individualiser une personne. Il n'y a pas de corrélation possible. Donc, on ne peut pas, là encore, corréler certaines données avec d'autres et aboutir à une personne dénommée. Il n'y a pas d'inférence, c'est-à-dire on ne peut pas déduire d'un certain nombre d'informations qu'il s'agit bien de monsieur X ou de madame Y. Voilà. Et ces trois éléments, individualisation, corrélation, inférence, ce sont trois critères que l'on retrouve régulièrement. Aujourd'hui, quand vous vous renseignez sur la notion d'anonymisation, que ce soit sur le site de la CNIL, sur le site d'un certain nombre d'autorités de protection des données, ou même dans la doctrine, ce sont ces trois principes que l'on retrouve. Et un élément à noter sur cette question d'anonymisation, c'est que le RGPD, comme les autres règlements à venir, Data Act, e-Act, etc., sont des règlements qui sont neutres technologiquement. Il ne s'agit pas de réglementer une technologie, il ne s'agit pas de prévoir un certain nombre de standards ou d'indiquer d'emblée que telle technologie, en tout cas, serait meilleure qu'une autre. Ce sont des textes qui sont neutres technologiquement, mais on le voit bien, il y a un certain nombre de questions. Je vous disais tout à l'heure, la notion de données personnelles, c'est une donnée évolutive, donc on peut considérer aussi que dans certains cas, la notion de données anonymisées pourra évoluer ou ne sera pas interprétée de la même façon à un moment donné, où elle pourrait aussi ne pas être interprétée de la même façon par différents acteurs qui n'auraient pas les mêmes outils à disposition ou qui ne pourraient pas consentir les mêmes investissements, par exemple, sur l'interprétation de données. Donc, voilà sur cette question de l'anonymisation. Comme je le disais, ce sera mon cinquième point. Quelles sont les conséquences? En tout cas, si, par exemple, en générant des données synthétiques, on estime que l'on a des données anonymes, qu'est-ce que ça veut dire et quelles conséquences il faut en retirer? Alors, la première conséquence, c'est qu'il faut pouvoir procéder à une véritable évaluation, je dirais, de la méthodologie ou de la manière dont on a généré ces données synthétiques, montrer finalement que l'on va, d'une certaine façon, répondre aux critères qui ont été posés dans les lignes directrices que j'évoquais sur anonymisation, pas anonymisation, etc. Mais cette évaluation, elle est importante et on peut devoir en faire la preuve, par exemple, dans le cadre d'un contentieux avec une autorité de contrôle en matière de protection des données. C'est-à-dire que vous allez dire, écoutez, nous, on n'a pas mis en place tel et tel dispositif parce qu'on considère que nos données sont anonymisées et que ce ne sont pas des données pseudonymisées, ce ne sont plus des données personnelles. Sauf que très souvent, il peut y avoir un vrai sujet de discussion sur ces éléments-là. Ça a pu être le cas, par exemple, en cas de soit de data breach, etc., ou dans des cas très différents, c'est-à-dire on envisage de partager des bases de données, etc., on envisage de céder une société et il faut évaluer ces bases de données. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de données personnelles? Est-ce qu'on ne parle pas de données personnelles? Qu'est-ce qu'on pourra en faire, etc. Donc,
cette question de l'évaluation est importante et comme je le disais, elle peut faire l'objet d'un contrôle, c'est-à-dire que dans certains cas, on peut se retrouver à devoir expliquer comment on a anonymisé et comment est-ce qu'on estime que notre anonymisation, elle coche les cases aujourd'hui je dirais de la réglementation, de la législation. Par ailleurs, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on est hors champ protection des données personnelles, hors RGPD, que pour autant, on se soustrait à tout type, je dirais, d'obligations. Et on a retrouvé un certain nombre de questions sur le sujet, par exemple, lors de l'adoption du Data Act. Comment est-ce qu'on protège, par exemple, à partir de certains jeux de données? Est-ce qu'on va quand même protéger le secret des affaires? Comment est-ce qu'on peut éviter certaines atteintes à la propriété intellectuelle, au recours au scrapping, etc. Voilà, il y a aussi d'autres questions qui se posent, périphériques, mais qui sont des questions importantes. Alors, je vous disais, anonymisation, quelles conséquences si on est vraiment sur des données anonymisées en générant des données synthétiques? Si le fait de travailler sur des jeux de données synthétiques, en tout cas, si en recourant à des jeux de données synthétiques, on estime finalement que on n'est pas sur des données anonymisées, mais qu'on est sur des données pseudonymisées, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a des conséquences concrètes particulières? Oui. Comme je le disais, ça implique en tout cas de pouvoir toujours évaluer, expliquer, disposer d'une documentation sur la méthodologie qui a été retenue, sur les outils qui ont été mis en place. Ça peut nécessiter dans certains cas, en cas de risque important en termes de protection des données ou par rapport à la protection, enfin, risque sur la protection des données des personnes concernées, de faire ce qu'on appelle une analyse d'impact, qui est une analyse de risque au sens du RGPD. Dans certains cas, de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires. Le fait de travailler sur des données synthétiques, c'est prendre en compte, je dirais, l'obligation d'assurer la sécurité des données au sens de l'article 32 du RGPD, mais il peut y avoir des obligations complémentaires et le fait d'être sur des données pseudonymisées, ça ne dispense pas non plus, dans certains cas, d'informer les personnes, d'être transparent par rapport à la manière dont on traite les données et dans certains cas aussi de remplir ces obligations. Je pense par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, en cas de data breach, même s'il s'agit de données pseudonymisées, si ces données ont été hackées ou dans le cas d'un ransomware, par exemple, il va falloir, le cas échéant, notifier la CNIL ou notifier les personnes concernées, etc. Donc, données pseudonymisées, pardon, ça veut dire plus de sécurité, ça veut déjà dire un premier niveau, en tout cas pour renforcer la confidentialité des données. Et pour autant, ça ne dispense pas, dans le cas du recours à ces données, de mettre en place un certain nombre d'obligations spécifiques. Donc, par rapport à ces différents éléments, ce qui est important aujourd'hui, c'est en tout cas d'avoir à l'esprit que cette distinction juridique entre données anonymes, données pseudonymisées, justement, n'obéit pas à des règles, je dirais, qui sont… enfin, obéit à des règles juridiques qui sont à peu près bordées aujourd'hui, donc à travers les définitions que j'évoquais, anonymisation, pseudonymisation, que pour autant, l'interprétation, la qualification de ces données, justement, elle dépend du cadre, je dirais, technique dans lequel on est et de la manière dont on va traiter les données ou pas, etc., avec toutes les conséquences que cela peut importer. Mais il y a en tout cas une véritable nécessité dans le fait de pouvoir être en mesure de déterminer si on est véritablement ou non sur des données qui auraient été anonymisées. Alors, et ce sera mon 7e point justement et ma conclusion sur ces aspects en termes, je dirais, d'enjeux et de perspectives. Ce qui est intéressant de noter, Areski l'a rappelé tout à l'heure, ça fait 5 ans que le RGPD est entré en application. Pour autant, en termes d'évolution, je dirais, technologique, depuis 2018, les choses sont allées en s'accélérant, plus encore quand on se remet en perspective avec le tout début de la négociation du RGPD. Et quand aujourd'hui, notamment à Bruxelles, il y a une réflexion sur les données synthétiques, sur la façon de les encadrer ou pas, etc. Enfin, en tout cas, sur le recours massif à ces données synthétiques, par rapport aux chiffres que j'évoquais en introduction. Les principaux points qui se posent, c'est la question de savoir finalement comment est-ce qu'on peut contrôler ou encadrer, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il va falloir prévoir des critères, etc. Enfin, comment est-ce qu'on va d'ailleurs définir même cette notion ou est-ce qu'on peut les définir, cette notion de données synthétiques. Comment est-ce qu'on va permettre un contrôle, une évaluation. Il me semble qu'aujourd'hui, on a déjà des outils, entre guillemets, en termes de contrôle ou d'évaluation, par exemple en évaluant finalement la nature des données, ce qu'on est sur des données pseudonymisées ou anonymisées. Et par ailleurs, il reste un véritable enjeu qui est aussi celui de la qualité des données. Dans les obligations qui sont prévues au titre des principes du RGPD, il y a la question de la qualité des données, le recours
à des données synthétiques ne doit pas aboutir à altérer la qualité des données, notamment, en tout cas des données personnelles lorsqu'elles sont traitées. Et cette question de la qualité des données est régulièrement soulignée. J'évoquais les travaux d'IPS, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a un véritable focus. Donc, sur ces aspects, il y a d'une part en tout cas une évolution technique, technologique extrêmement importante, avec la possibilité aussi de, finalement, première étape, pouvoir traiter de jeux de données beaucoup plus importants à travers le recours à des données synthétiques, notamment, en tout cas à partir du moment où notamment on considère qu'elles sont pseudonymisées, et avec un champ des possibles beaucoup plus large à partir du moment où on a pu véritablement anonymiser les données, en sachant que pour garantir cette anonymisation, il y a un certain nombre de garde-fous à respecter, c'est-à-dire une forme de prudence justement par rapport aux questions juridiques que cela peut poser. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je redonne la parole à Areski. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette discussion. Je ne sais pas s'il y a des questions